pour cette présentation. J'ai l'honneur de participer avec vous dans cette conférence internationale sur le continent africain, aussi que sur le mondial, sur l'échelle mondiale. Et je remercie beaucoup l'organisateur Yvan pour cette initiative. Et j'espère que ça sera pas c'est-à-dire la dernière édition. J'aimerais bien qu'on participe à chaque fois c'est-à-dire les prochaines années. Comme ça, on démocratise un peu tout ce qui est expertise, tout ce qui est nouvelle technologie sur notre continent. Donc, ma petite présentation se déroulera sur la partie Spring Data, peut-être des coins cachés de Spring Data que les développeurs généralement, euh, peut-être il y a des développeurs qui ont déjà utilisé par force des choses, mais généralement c'est rare qu'on touche à ces parties-là, mais c'est intéressant de les connaître parce que c'est-à-dire des projets type, surtout pour les devs seniors qui sont amenés par la suite à faire des architectures et décomposer des projets, ils auront besoin de ces informations. Donc, commençons par le commencement. Donc, voici notre agenda. Donc, nous avons une bref description rapide de Spring Framework. Ensuite, on enchaîne sur la partie Spring Data Command. Ensuite, Spring Data GPA. Voir la différence entre DAO et GPA Repository. C'est une question un peu philosophique. Je donnerai mon avis sur cette partie-là. Les Custom Repositories, les projections. Et en terminant avant-dernier par la fameuse annotation qui apparaît sur les applications, une petite annotation, mais derrière, c'est une grande annotation qui comporte plus de power pour la configuration de tout ce qui est Spring Data. Et en dernier, je vais partager avec vous, avec la communauté, des livres intéressants. Ils sont un peu old school, mais c'est les bases sur lesquelles ils ont été définis la majorité des notions qu'on utilise aujourd'hui. Je pense que vous m'entendez bien, right? C'est bon, je Parfait, continue? parfait, parfait, parfait. Parfait, d'accord. Voilà, donc Spring Framework, comme tous vous le savez, c'est un cadre complet de construction d'applications d'entreprise. C'est uniquement les applications d'entreprise parce qu'il y a d'autres types d'applications, à savoir les applications télécom et autres. Mais ici, on parle uniquement des applications d'entreprise c'est-à-dire qui tournent autour du data et la manipulation des données, de tout ce qui est CRUD et tout. Et simplifier aussi la mise en place de ces projets-là, c'est-à-dire en offrant une panoplie de bibliothèques, de composants prêts à être utilisés, qui sont robustes et la majorité d'eux, ils sont basés sur, c'est-à-dire des standards G2E, sur des bonnes pratiques de l'époque des années 2000. Et pour les gens qui veulent comprendre un peu l'essor ou la naissance de Spring Framework, et pourquoi il a été créé au début par son créateur Johnson Rodd, je vous conseille de lire le livre sur le diapo à droite en haut, qui est le One-to-One G2 Development Without EGB, et il parle aussi de plusieurs notions qu'on utilise aujourd'hui. Et parmi les modules qui sont utilisés sur la partie Spring, on trouve tout ce qui est inversion de contrôle, qui est en relation avec l'injection de dépendance, la programmation aspect, c'est-à-dire la programmation orientée aspect pour tout ce qui est transversal dans un projet, et à ne pas confondre surtout avec le langage de programmation aspect-G qui implémente ici le même paradigme. Sur cette partie-là, il y a deux façons d'implémenter les aspects, soit directement, c'est-à-dire sur le bytecode, c'est-à-dire au moment de la compilation, le compilateur génère les aspects et les greffe sur le bytecode qui est généré, compilé, c'est-à-dire exécuté par la suite. Et ça, c'est ce qui se fait avec Aspect-G. Par contre, sur Spring, il implémente la partie AOP en runtime, c'est-à-dire au moment de l'exécution. C'est à ce moment-là que les aspects se greffent sur les classes. Il y a aussi tout ce qui, c'est-à-dire core, tout ce qui web, la partie web, la partie sécurité, en relation avec l'authentification, et aussi la partie data.
Pour la partie data, Spring Framework, il offre un socle qui est Spring Data. Comment? Et généralement, soit il est appelé Spring Data, soit comment, Spring Data comment. Et c'est un socle sur lequel sont basés d'autres modules spécifiques par data source. Donc voilà, je disais, donc la partie Spring Data comment, il est basé sur Spring Data, il est basé sur un core qui est Spring Data Core. Sur ce corps-là, ils sont gérés tout ce qui est commun à la majorité des data sources, à savoir par exemple la gestion des exceptions. Ça, parmi les avantages qu'on gagne en utilisant Spring Data, c'est que au niveau couche supérieure, on n'a pas besoin de gérer les exceptions particulières par source de données. Source de données, ça veut dire les serveurs de données, MySQL, PostgreSQL, Oracle et ainsi de suite. Avec Spring Data, on a des exceptions, c'est-à-dire génériques, qu'on peut catcher et gérer indépendamment de la source de données. C'est-à-dire par la suite, on peut changer de source de données, tout en restant sur Spring Data. On a on peut, c'est-à-dire on n'est pas obligé de changer notre code de la couche supérieure. Donc ça, c'est le premier avantage. C'est Common Exceptions et aussi c'est Data Source agnostique. Et on verra par la suite comment, c'est-à-dire greffer cette fonctionnalité sur une classe pour dire à Spring, voilà, ça c'est une classe de données. C'est-à-dire gère pour moi la partie exception en catchant les exceptions spécifiques aux data sources et en trouvant à la place des exceptions agnostiques data source, c'est-à-dire génériques. Et tout ça, ça se fait bien sûr avec la programmation orientée à Spring. Donc, parmi les modules spécifiques sur la partie data, Spring Data, on trouve Spring Data LDAP, Spring Data GDBC, MongoDB, Redis, Elasticsearch, Cassandra, Neo4j, REST et en dernier, la partie sur laquelle on va pencher par la suite, c'est Spring Data GPA. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas c'est-à-dire les différentes technologies, LDAP, c'est la partie annuaire LDAP, c'est-à-dire c'est une sorte de data source qui stocke ces données sous un format c'est-à-dire qui est conforme c'est-à-dire au format c'est-à-dire de OpenLDAP. GDBC, c'est Java Database Connectivité, c'est la partie c'est le module avec lequel on peut se connecter directement avec une socket base de données. MongoDB, c'est la base de données MongoDB. Redis, c'est un cache mémoire. Elasticsearch pour la partie recherche, full text. Cassandra aussi, c'est une base de données, base de colonnes. Neo4j, c'est une base de données on l'utilise lorsqu'on a besoin d'avoir une base de données graph, lorsqu'on aura besoin d'une base de données graph, par exemple, pour implémenter une application d'un réseau, par exemple Facebook, LinkedIn, et ainsi de suite, où on a des relations entre les gens. C'est mieux de choisir une base de données en mode graph, ce qui est le Neo4j. Et REST, Spring Data REST, c'est juste une couche supérieure à Spring Data qui permet d'interagir avec les données via des endpoints REST. Ils sont générés automatiquement, mais derrière, c'est du Spring Data. Et la partie GPA, c'est ce qu'on verra sur le slide suivant. Donc voilà, donc la partie Spring GPA Data GPA. Ici, je vais mettre l'accent sur un point, surtout pour les développeurs qui sont, c'est-à-dire en cours des entretiens, il faut faire la différence entre GPA et Hibernate. D'accord, le plus ancien, c'est Hibernate, bien sûr, c'est plus ancien que GPA. Déjà, GPA s'est inspiré de Hibernate et des autres implémentations pour créer la spécification. Donc automatiquement ici, lorsque ça se pose la question dans un entretien, quelle est la différence entre GPA et Hibernate? La première réponse générique, c'est que GPA, c'est une spécification J2E, Hibernate, c'est une implémentation. D'accord? Ça, c'est la première partie. Hibernate aussi, pour communiquer avec la base de données, elle se base sur le module GDBC. Et nous, vis-à-vis notre data source, on communique majoritairement, c'est-à-dire on essaye de se coller à GPA pour rester générique,
pour des raisons par la suite de changement, de remplacement de l'implémentation qui est Hibernate, chose qui, c'est-à-dire qui s'arrive rarement sur le terrain, qui arrive rarement que sur un projet, on va utiliser au début Hibernate et après 3 ans, on va dire voilà, on va changer vers une autre implémentation, Ibatis ou Toplink autre. Mais ça arrive rarement. Et pour cela, sur la partie Hibernate, il y a des fonctionnalités, surtout de la modification en batch et autres, qui ne sont pas intégrées à la spécification GPA. Mais pourtant, en tant que développeur, on essaye de rester sur la partie GPA et se conformer à GPA pour utiliser les standards. D'accord? Au-dessus de tout ça, nous avons Spring Data GPA qui utilise Spring Data Common et qui utilise GPA pour interagir avec nos bases de données, surtout relationnelles. Donc GPA, il est utilisé uniquement avec les bases de données relationnelles. Les autres modules, chacun a son implémentation. Donc ici, la question qui se pose pour la première partie magique de GPA, c'est que sur un projet Java, on crée, c'est-à-dire pour interagir avec la base de données, on crée notre entité, on crée une interface qu'on appelle par exemple Student Repository. Ils nous ont dit, ou on a trouvé sur un tutoriel qu'il faut implémenter extend, c'est-à-dire étendre ou hériter d'une autre interface qui s'appelle GPA ou CRUD. Et comme ça, nous avons une panoplie de méthodes, c'est-à-dire magiques, implémentées par défaut par Spring Data GPA. C'est-à-dire à titre d'exemple, Spring, c'est-à-dire find all, find by one, by example, by specification, ainsi de suite. On peut save, delete et autres. Mais on n'a jamais posé la question comment ça se fait que le fait d'implémenter ou d'étendre une interface, il nous donne toute cette force-là. Et la deuxième question qui se pose aussi, c'est que si j'ai besoin uniquement de quelques méthodes, imagine que je vais implémenter un repository qui va exposer à la couche supérieure uniquement des méthodes de lecture. Je n'ai pas besoin de faire du save, ni du delete, ni autre. Avec la façon actuelle connue par la majorité des devs, il va étendre GPA repository au cœur de repository. Il n'a pas de moyen pour cacher les autres. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième problématique. Et la solution à ces deux problématiques se trouve derrière c'est-à-dire l'implémentation de Spring Data GPA en lui-même. Une fois on va le comprendre, on va dire voilà, dans ce cas-là, j'ai besoin de toutes les fonctionnalités, je vais étendre directement GPA au CRUD ou autre. Et si jamais j'ai besoin que de quelques méthodes, voilà ce que je dois faire. Donc, on va répondre à ça sur le slide actuel. Donc, comme vous voyez sur le slide, sur la partie entourée en magenta, en rose, nous avons une interface mère qui s'appelle repository. Et bien sûr, cette interface, c'est-à-dire spécifiée par deux autres. Donc, attends, je ne vois pas bien sûr le. Donc, il est spécifié par deux autres. L'autre, c'est là. Pardonnez-moi juste, je fais un zoom. Voilà. L'autre, c'est la deuxième, c'est CRUD Repository. L'autre, c'est Page and Sorting. Page and Sorting, c'est l'interface sur laquelle ils ont défini des méthodes qui vous permettent de faire de la pagination. Et CRUD, c'est tout ce qui est, c'est-à-dire CRUD. Voilà. Donc, sur cette partie-là, on descend, on trouve que GPA Repository, c'est-à-dire il fusionne les deux fonctionnalités, CRUD et Page and Sorting, pour que ensuite nous, sur notre projet, on fait de l'héritage de cette interface. Ce qu'il faut savoir ici, je vous dévoile le premier secret, c'est que Spring Data GPA, elle fait la génération des méthodes, soit via le